Bonsoir à tous. Je suis ravi ce soir d'animer ce webinaire consacré au syndrome des ovaires polykystiques, un webinaire qui est donc organisé par le laboratoire Besins. Ce but de ce webinaire est donc de parler d'un syndrome qui est, vous allez voir, un syndrome en fait très ancien, qu'on commence enfin un petit peu à comprendre, et vous allez voir que les enjeux de la compréhension de la physiopathologie de ce syndrome sont aujourd'hui fondamentaux pour optimiser sa prise en charge. Le syndrome des ovaires polykystiques, c'est un syndrome qui a été décrit pour la première fois en 1935 par deux chirurgiens américains, Stein et Leventhal. D'ailleurs, au tout départ, il s'appelait le syndrome de Stein et Leventhal, qui avaient décrit chez des patientes américaines des patientes qui étaient en aménorrhée, hirsutes, avec des ovaires volumineux, avec les moyens d'imagerie de l'époque, et qui très souvent étaient également obèses. Et ils ont opéré ces patientes et observé au niveau des ovaires des aspects multikystiques, microkystiques, d'où le nom qui a été donné à ce syndrome. Et puis en fait, ce sont quelques années après, au microscope, que des histologistes ont constaté que ce n'étaient pas des kystes ovariens, mais bien des follicules. Donc c'est en fait un syndrome d'excès folliculaire. C'est la cause la plus fréquente de troubles de l'ovulation, d'hyperandrogénie, d'infertilité, et ça touche en moyenne 10 à 15% des femmes dans le monde. Donc c'est vraiment un syndrome gynéco-endocrinien très, très fréquent. Mais c'est vrai que, vous l'avez compris, dès le départ, ce syndrome, eh bien, ce ne sont pas, il faut vraiment démystifier toujours l'appellation qu'on lui donne et qui reste aujourd'hui une appellation princeps, en expliquant bien aux patientes que ce ne sont pas des kystes, ni des microkystes, d'ailleurs, ça n'existe pas au sein des ovaires. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, on va parler de la physiopathologie de l'anovulation du SOPK, en sachant que dans le cadre du syndrome des ovaires polykystiques, l'élément fondateur, c'est l'hyperandrogénie ovarienne. C'est-à-dire qu'au départ, les cellules de la TEC au sein des ovaires d'OPK sécrètent beaucoup plus d'androgènes. Et cet excès d'androgènes, il est à l'origine du trouble de la folliculogénèse dans le cadre du SOPK. Ce trouble de la folliculogénèse, il consiste en deux phénomènes. D'une part, la présence d'un excès de petits follicules en croissance, des follicules préantraux et des petits follicules antraux, et également un blocage du recrutement folliculaire cyclique par un défaut d'action de la FSH. Les androgènes qui sont en excès, vous l'avez vu tout à l'heure, au départ, au sein du parenchyme ovarien, sont à l'origine d'un ralentissement de la croissance folliculaire initiale, mais aussi d'un effet anti-apoptotique sur les follicules en croissance qui conduit à l'accumulation de tous ces petits follicules antraux et de ces follicules préantraux. Et c'est ça qui explique ce caractère multifolliculaire dans le syndrome des ovaires polykystiques. Deuxième mécanisme, et ça vous l'observez, ces femmes, alors qu'elles ont des taux de FSH en phase folliculaire théorique parfaitement normaux, eh bien, il ne va pas y avoir cette élévation intercyclique de la FSH et il ne va pas y avoir de recrutement folliculaire. Pourquoi? Parce que les follicules antraux, dans le cadre du SOPK, semblent résistants au signal de la FSH. Et il y a plusieurs phénomènes qui peuvent expliquer cela. Un des premiers coupables pour expliquer ce blocage du recrutement folliculaire cyclique, c'est l'excès de sécrétion d'AMH. Et on le sait, dans le cadre du SOPK, il existe une surproduction d'AMH par la granulosa. Les mécanismes ne sont pas encore bien compris, mais c'est clairement constaté. Et des études de culture cellulaire ont même mis en évidence que les granulosas de femmes SOPK sécrètent 75 fois plus d'AMH que les granulosas de femmes qui ont une fonction ovarienne parfaitement normale. Donc, il y a vraiment un effet très probable d'une espèce de dysfonction de la granulosa qui explique une production excessive. Et enfin, cette AMH qui est en excès, elle va jouer un rôle fondamental dans cette inhibition du recrutement folliculaire cyclique. On le sait, physiologiquement, l'AMH est capable de moduler l'action de la FSH sur les petits follicules antraux pour leur permettre de rentrer finalement au cours du recrutement folliculaire cyclique. Chez une femme qui n'a pas un SOPK et dont les taux d'AMH dans l'ovaire sont normaux ou normal bas, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? La FSH se fixe sur les récepteurs des petits follicules antraux et ils vont donc pouvoir passer au stade de follicule antral plus large, puis ensuite au stade de follicule préovulatoire. Dans le cadre du SOPK, l'excès d'AMH va venir agir de façon paracrine au sein des cellules de la granulosa et va directement
limiter l'effet de la FSH sur les cellules de la granulosa et donc limiter cette action de passage du stade de petit follicule antral au stade de large follicule antral. Ce phénomène fondamental, il va expliquer finalement, ce sera une des explications de pourquoi les follicules stagnent comme ça et ne poussent pas au-delà du stade de petit follicule antral. Une autre explication, dont on reparlera tout à l'heure dans les implications thérapeutiques, serait une modification d'une enzyme qui s'appelle l'épimérase. Dans le cadre du syndrome des ovaires polykystiques, il y a souvent une insulinorésistance chez certaines femmes, on en redira un petit mot tout à l'heure, et cet excès d'insuline va suractiver une enzyme dans les cellules de la granulosa qui s'appelle l'épimérase. Il va s'en suivre la conversion du myoinositol en déchiroinositol, et l'excès de déchiroinositol qu'il va y avoir dans les cellules de la granulosa des femmes SOPK va conduire à un blocage de l'activité aromatase. C'est-à-dire qu'on va bloquer une partie, là encore, du signal de la FSH. Et donc là encore, ce phénomène, cette baisse du taux de myoinositol dans la granulosa et l'augmentation compensatoire du déchiroinositol sont également une des explications qui peuvent permettre de comprendre pourquoi la FSH n'agit pas aussi bien sur les cellules de la granulosa de femmes SOPK. Enfin, troisième élément physiopathologique fondamental, c'est ce que j'appelle les amplificateurs du SOPK, l'insuline et la LH. Tout ce dont on vient de parler, l'hyperandrogénie ovarienne, le trouble de la folliculogénèse qui en est consécutif, c'est vraiment, on va dire, la base. Et puis, il y a des phénomènes, selon les patientes, qui vont être un petit peu différents, qui vont venir auto-amplifier, finalement, ces boucles d'hyperandrogénie et ce trouble de la folliculogénèse. Alors, l'insuline est le plus connu. Une femme qui va souffrir d'insulinorésistance va avoir un hyperinsulinisme compensatoire. Cet excès d'insuline va agir directement sur les cellules de la TEC qui, vous le savez, dans le SOPK, sécrètent déjà beaucoup d'androgènes et donc ça va provoquer une surproduction d'androgènes. L'excès d'insuline stimule également la sécrétion de la LH hypophysaire qui elle-même va venir surbooster les cellules de la TEC. Et enfin, au niveau hépatique, il va y avoir l'inhibition de la synthèse d'IGF-BP1, ce qui va permettre d'avoir une fraction plus biodisponible de facteurs de croissance dans l'ovaire qui va également contribuer à une augmentation de la stéroïdogénèse técale. Et donc, par ce biais-là, l'hyperinsulinisme compensatoire va venir aggraver l'hyperandrogénie ovarienne. Et en plus, l'insuline, vous savez, va agir sur le foie, inhiber la SHBG et donc augmenter la fraction bioactive des androgènes. Ainsi, l'hyperandrogénie ovarienne va être amplifiée dans le cadre du SOPK par l'hyperinsulinisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'insulinorésistance n'est pas forcément chez toutes les femmes SOPK la cause du syndrome des ovaires polykystiques, mais par contre, elle peut en être un facteur aggravant. Il existe même, et c'est une très belle revue de littérature de l'équipe de Sophie Christin-Med qui a été publiée, vous voyez, assez récemment, des formes de SOPK ou de SOPK-like qui sont présentes chez des femmes de poids normal qui vont avoir une insulinorésistance génétique. Donc effectivement, dans ces situations-là, les taux d'insuline sont tellement élevés qu'ils vont booster de façon supraphysiologique l'hyperandrogénie, la production d'androgènes ovariens, et donc, en conséquence, induire de novo un trouble qui ressemble à un SOPK. Deuxième amplificateur du SOPK, c'est la LH. Pourquoi? Parce que la LH, ça agit directement sur la TEC et que la TEC dans le SOPK, elle produit déjà beaucoup trop d'androgènes. Alors pourquoi la LH va être plus souvent augmentée? Je voudrais attirer votre attention sur le fait que la LH est une hormone qui est sécrétée de façon pulsatile, qui a une demi-vie relativement courte, et donc on ne peut pas faire du dosage de la LH un marqueur diagnostique du SOPK. Tout ce qui a été écrit dans des traités de médecine en tout genre francophones, européens, internationaux sur le fait que le rapport LH sur FSH était un critère diagnostique de ce syndrome sont aujourd'hui définitivement enterrés. C'est un élément d'orientation, mais on ne peut pas en faire un critère diagnostique. Donc, pourquoi la LH est parfois plus augmentée dans le SOPK? Premier phénomène, c'est l'excès d'androgène qui pourrait perturber au niveau de l'axe gonadotrope la sécrétion de la GnRH. La conséquence va être une augmentation de la LH. On l'a vu tout à l'heure, l'insulinorésistance peut également favoriser la production de la LH hypophysaire.
Et enfin, plus récemment, un certain nombre d'équipes, et notamment l'équipe INSERM de Paolo Giacobini, ont démontré que l'AMH ovarienne pouvait agir sur les neurones AGNRH au niveau hypothalamo-hypophysaire et, par ce fait, booster la production de LH. Donc finalement, on est sur, vous voyez, si on doit résumer un petit peu la physiopathologie du SOPK, une hyperandrogénie ovarienne, qui est l'élément fondateur, qui induit un recrutement folliculaire important. Celui-ci est associé à une dysfonction de la granulosa avec une très forte production d'AMH. À la fois, il y a plus de granulosa puisqu'il n'y a plus de follicules en croissance et ces cellules de la granulosa fabriquent elles-mêmes plus d'AMH et cet excès d'AMH baisse l'action de la FSH. L'insulinorésistance, lorsqu'elle est présente, va être capable aussi de booster la LH et donc d'aggraver l'hyperandrogénie, donc le trouble de la folliculogénèse et donc la novulation. Et l'AMH, par son action centrale, peut également induire une surproduction de LH et donc une hyperandrogénie ovarienne. Donc vous voyez, on voit déjà sur ce schéma que dans le syndrome des ovaires polykystiques, il y a des phénomènes de boucles et de cercles vicieux qui s'installent et qui vont ensuite venir auto-entretenir le syndrome et sa physiopathologie spécifique, vous allez voir à chaque femme. Alors, le syndrome des ovaires polykystiques, d'où vient-il? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que c'est une maladie génétique, alors même que l'on constate, effectivement, dans certaines familles, la notion de SOPK ou de trouble évocateur chez la mère de la fille que vous voyez en consultation? Ce sont des choses qui sont très fréquentes et d'ailleurs, dans les familles informatives, ça évoque plus une transmission de type autosomique dominante avec une pénétrance variable, c'est-à-dire que toutes les patients qui auront la mutation n'auront pas forcément la même expression de la maladie. Et parfois, ça peut même sauter une génération parce que les symptômes vont être complètement atypiques. Donc, c'est assez complexe. Et en fait, aujourd'hui, il n'existe pas un gène du SOPK, mais probablement, dans certaines familles, ce qu'on appelle des formes oligo-multigéniques, c'est-à-dire la présence de polymorphismes sur plusieurs protéines qui vont provoquer, sur plusieurs gènes et donc plusieurs protéines, qui vont provoquer finalement des troubles de type SOPK. Alors, ces gènes, il y en a un certain nombre qui ont été identifiés. Il y a une revue de littérature assez récente, plutôt très bien faite sur le sujet. Ça peut être des gènes impliqués dans la stéroïdogénèse ovarienne, des gènes impliqués dans la sécrétion et l'action de l'insuline, des gènes impliqués dans la régulation des stéroïdes sexuels, des gènes impliqués dans l'action et la régulation des gonadotrophines ou encore d'autres gènes un peu moins connus. Et donc finalement, ce qui a été montré dans certaines familles, c'est que c'est un polymorphisme d'un récepteur aux androgènes ou à la SHBG associé à un polymorphisme d'un gène impliqué dans la régulation de la sécrétion de l'insuline ou son action, ou un polymorphisme de la stéroïdogénèse ovarienne qui vont s'associer entre eux et provoquer dans certaines familles informatives des formes de SOPK. Mais malgré ça, quand on fait ensuite, une fois qu'on a identifié ces gènes cibles et qu'on les recherche chez toutes les femmes qui correspondent aux critères de SOPK, on s'aperçoit que près de la moitié d'entre elles, voire au-delà, ne vont flasher sur aucun de ces polymorphismes génétiques. Donc les choses sont peut-être plus complexes. Et c'est là qu'interviennent des pistes, notamment épigénétiques, qui font notamment état peut-être d'une surexposition des fœtus à l'AMH maternelle, par exemple, ou à d'autres hormones qui pourraient favoriser, par des phénomènes épigénétiques, la transmission du SOPK à la descendance et peut-être même au-delà. Et donc, il y a un certain nombre de papiers, toujours pilotés par Paolo Giacobini, d'une équipe INSERM lilloise, qui met en avant effectivement sur des modèles murins, cette possible transmission épigénétique, notamment par des expositions in utero à de très forts taux d'AMH. Et donc, en fait, la conclusion de tout ça, c'est que le SOPK, on va dire, les grands éléments fondateurs, c'est l'hyperandrogénie ovarienne, le trouble de la folliculogénèse avec l'ALH et l'insuline qui vont venir auto-aggraver les choses. Mais en fait, l'origine de tout ça n'est pas bien connue et est probablement très différente d'une patiente à une autre. Vous allez avoir des patientes qui vont avoir des formes de SOPK qui sont très métaboliques. Des patientes très obèses avec une obésité androïde, une insulinorésistance majeure. Ces patientes-là n'ont pas le même SOPK que des femmes très minces qui n'ont pas d'insulinorésistance et qui ont pourtant les mêmes critères diagnostiques. Et donc, aujourd'hui,
on ne devrait pas parler du SOPK, mais des SOPK. Pourquoi? Parce que si vous prenez en médecine le concept de syndrome, par exemple le syndrome de Cushing en endocrinologie, c'est donc un ensemble de symptômes cliniques, biologiques, qui sont liés à une hypersécrétion de cortisol. Et les causes de ce syndrome de Cushing sont très différentes selon que c'est une tumeur surrénalienne, une maladie génétique surrénalienne, un adénome corticotrope hypophysaire qui sécrète beaucoup d'ACTH ou une prise exogène de corticoïdes. Donc, en fait, on voit bien que des maladies différentes donnent un même syndrome. Eh bien, le SOPK, c'est la même chose. Finalement, on a des critères diagnostiques dont on va revoir un petit peu les tenants et aboutissants tout à l'heure, mais qui vont avoir pour origine soit peut-être des problématiques environnementales épigénétiques, soit des phénomènes oligogéniques comme on vient de voir, soit des problèmes métaboliques, etc., etc. Et aujourd'hui, l'enjeu est d'essayer pour une patiente donnée d'avoir une idée si ce SOPK, il est plutôt un SOPK neuroendocrine ou un SOPK purement métabolique, et pour finalement derrière pouvoir optimiser au mieux la prise en charge, et on leur dira bien sûr un certain nombre de mots tout à l'heure. Et donc le concept qui évolue aujourd'hui, alors ça c'est vraiment une des plus belles revues de littérature récentes sur la classification du syndrome des ovaires polykystiques, c'est que aujourd'hui, si vous regardez cette courbe qui est là, quand on regarde cette courbe, elle représente la population de toutes les femmes SOPK. Vous voyez qu'on distingue 3 sous-groupes. Le sous-groupe de droite, c'est le sous-groupe métabolique. C'est des femmes qui vont avoir une obésité, une insulinorésistance, et c'est cette insulinorésistance qui est probablement l'élément le plus fondamental pour entretenir et booster ce syndrome des ovaires polykystiques. Et à l'inverse, à l'extrême gauche, vous avez le phénotype reproductif qui est plus basé sur des anomalies neuroendocrines, avec des LH très élevés, des taux d'androgènes souvent très élevés. Et entre les deux, vous allez avoir le groupe indéterminé dans lequel il y a un petit peu de tout et selon les patientes, plus de phénotypes reproductifs que de phénotypes métaboliques ou l'inverse. Et donc aujourd'hui, il faut imaginer que lorsque vous voyez une patiente SOPK et que vous faites son bilan étiologique complet, vous devez être capable d'essayer de vous dire, bah tiens, là je suis sur un phénotype neuroendocrine reproductif avec vraiment une atteinte ovarienne et de l'axe neuroendocrinien, ou alors une forme purement métabolique. Hein, ça, c'est ces fameux SOPK qui sont souvent obèses. Dès qu'elles perdent un peu de poids, 10% de leur poids initial, paf, les cycles redeviennent ovulatoires, l'hyperandrogénie se corrige. Dès qu'elles reprennent du poids, elles retombent dans le SOPK. Et entre les deux, celles qui auront un mélange des deux. Alors, comment on va diagnostiquer un SOPK? Un SOPK, ça se diagnostique en suivant les critères dits de Rotterdam. Donc, ces critères, ils ont plus de 20 ans. Ils ont été, vous voyez, ils ont été publiés en 2004, mais vous voyez qu'ils ont été mis en 2003 et c'est les critères aujourd'hui qui font foi et qui n'ont jamais été remis en question. Certains ont essayé d'autres classifications qui n'ont jamais été adaptées au niveau international. Ces critères sont simples, ils sont basés sur la présence d'au moins 2 critères sur les 3 suivants. Un trouble de l'ovulation qui se manifeste dans la grande majorité des cas par un trouble du cycle, une hyperandrogénie qui peut être clinique et ou biologique, et enfin la présence d'ovaires polykystiques échographiques. Il faut 2 critères sur les 3, et attention, ça c'est le plus important, il faut avoir exclu toutes les autres causes de troubles du cycle et d'hyperandrogénie. C'est-à-dire dans le bilan, si vous avez une patiente qui vient avec un cycle irrégulier et qui a plein de follicules sur les ovaires, vous pouvez vous dire elle a 2 critères sur 3, c'est bien. Sauf que, on va le voir tout à l'heure, on peut tomber dans des pièges, notamment de patientes qui en réalité ont des ovaires riches en follicules comme 15 à 20% des patientes de la population générale et qui n'ont pas de trouble de l'ovulation et qui ont un trouble du cycle parce qu'elles ont une hyperprolactinémie, par exemple. Ou alors des cas de patientes qui décrivent un hirsutisme et des OPK écho, mais l'hirsutisme est lié à une forme non classique de bloc 21 hydroxylase. Donc vous voyez, il y a plein de diagnostics différentiels, hein, les causes centrales, le déficit gonadotrope, normaux ou hyperprolactinémiques, les formes non classiques de bloc 21 hydroxylase et parfois les hypercorticismes qu'il faudra absolument éliminer avant de pouvoir appliquer cette classification. Et puis tout récemment, lors des recommandations de 2023, donc vous verrez ce logo régulièrement sur mes slides, les experts ont fini par accorder l'idée que l'on pouvait aussi utiliser l'AMH
comme un équivalent finalement de l'OPK échographique et qu'un dosage d'AMH pouvait éventuellement remplacer l'échographie dans le diagnostic, notamment lorsque l'échographie n'a pas été contributive. Alors, je rappellerai juste les critères échographiques d'un SOPK. Premier critère, c'est l'appréciation du volume ovarien et donc un volume augmenté qui est défini par des ovaires qui mesurent plus de 10 millilitres ou plus de 10 cm3, ou alors une surface ovarienne qui est augmentée dans son plus grand axe. Voilà, alors il y a plusieurs méthodes. Dans notre expérience, la surface ovarienne dans son plus grand axe est plus reproductible et son compromis sensibilité-spécificité semble meilleur pour définir le SOPK. Mais aujourd'hui, officiellement, c'est plus le volume qui est retenu. Et donc, je remercie Dr Corinne Bordonnet, qui est radiologue à Paris, qui m'a prêté ces clichés pour vous montrer effectivement comment on fait. Alors, pour le volume ovarien, c'est assez simple. On va prendre l'ovaire dans son plus grand axe en déroulant la sonde. On mesure la longueur, la largeur qui doit être strictement perpendiculaire à la longueur, et ensuite on tourne la sonde à 90 degrés pour mesurer l'épaisseur, et votre machine vous mesure le volume. Pour la surface, il faut utiliser l'ellipse manuelle pour faire le contour de ces ovaires qui sont très souvent biscornus dans le cadre du syndrome des ovaires polykystiques. Pour le comptage folliculaire, là encore, je remercie Corinne qui m'a prêté ces clichés. Vous pouvez voir ici, effectivement, voilà un comptage folliculaire typique de SOPK où on va compter toutes les images liquidiennes de moins de 10 mm sur l'ovaire. Ça peut paraître un petit peu fastidieux. Et donc, vous savez que de plus en plus d'échographes sont équipés de méthodes 3D manuelles ou 3D totalement semi-automatiques. Et ces méthodes-là permettent de faire des comptages a priori plus rapides. Aujourd'hui, dans le cadre du SOPK, c'est ce qui avait été mis en exergue dans cette conférence de consensus, eh bien, il n'y a pas de meilleure ou de moins mauvaise méthode à utiliser. En fait, la méthode à utiliser, c'est celle que l'opérateur maîtrise le mieux. Et donc, chacune a des avantages et des inconvénients. Les méthodes manuelles, comme celle qu'on vient de voir, où on balaye nous-mêmes et on compte les follicules, prennent plus de temps pendant l'examen échographique, mais après, vous avez votre résultat direct, alors que les méthodes automatiques permettent un examen plus rapide pour la patiente. Par contre, il y a un travail de traitement de l'image derrière qui est plus long pour l'opérateur. Les critères qui ont été retenus aujourd'hui avec les sondes endovaginales avec des très hautes fréquences, c'est-à-dire supérieures à 8 MHz, le seuil de follicules retenu, c'est au moins 20 follicules sur au moins un des deux ovaires pour considérer qu'il existe un OPK échographique. Pour ce qui est du dosage d'AMH comme un équivalent de l'OPK échographique, les experts internationaux n'ont absolument pas émis, contrairement à ce qu'ils ont fait pour l'écho, un seuil universel. Et ça s'explique pourquoi? Par le fait qu'il existe des techniques de dosage d'AMH, vous le voyez ici, qui sont extrêmement différentes en termes de sensibilité sur le marché, et que si la sensibilité de ces techniques est différente, ça va impliquer derrière des variabilités et des seuils probablement différents, comme l'expérience qu'on avait eue à Lille en testant deux types d'automates, vous voyez, pour définir OPK versus non OPK. Avec un automate de deuxième génération, on était à un seuil à 5 nanogrammes par ml, alors qu'avec un dosage automatisé nouvelle génération, notre seuil était passé à 4,2 nanogrammes par ml. Donc, il faut vraiment tenir compte du dosage et travailler avec un bon laboratoire d'hormonologie qui a établi ces seuils dans des populations de référence. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure dans le piège diagnostique, c'est que les critères d'OPK paraissent très simples, 2 critères sur 3, avec ce critère écho qui est un peu perturbant puisque 15 à 20% des femmes qui n'ont pas d'hyperandrogénie et qui n'ont pas de trouble du cycle vont avoir un OPK échographique ou une AMH élevée. Donc, ça veut dire que dans la population générale, 15 à 20% des femmes, dans ces 15 à 20%, il y en a qui peuvent avoir une aménorrhée hypothalamique fonctionnelle, une hyperprolactinémie, une forme non classique de bloc 21 hydroxylase. Et donc, le risque, si on n'a pas éliminé ces autres causes de troubles du cycle ou d'hyperandrogénie, eh bien, c'est que cet OPK échographique soit un petit peu l'arbre qui cache la forêt et qu'on fasse des diagnostics de SOPK par excès. Donc, vraiment, je vous invite vraiment à être extrêmement vigilant sur cette stratégie diagnostique et sur l'importance de doser la prolactine, de doser la LH, de doser la 17-hydroxyprogestérone en phase folliculaire, voire de faire un test au synactène, et puis enfin, éventuellement, de rechercher des signes évoquant un syndrome de Cushing. Alors, dans le SOPK,
Donc, il y a un syndrome, les critères de Rotterdam, et puis vous allez voir des femmes métaboliquement très différentes qui ont pourtant les critères diagnostiques du SOPK. Elles ont les mêmes critères diagnostiques, mais à gauche, vous avez ce que Christine Decanter appelait le SOPK des vides, c'est-à-dire des femmes minces qui ont les mêmes symptômes que la femme de droite, qui, elle, en revanche, est obèse avec une vraie obésité androïde. Elles vont avoir les mêmes complications, mais pas du tout le même profil métabolique. Et donc, autant à gauche, on va cibler d'emblée des traitements qui vont agir sur la fonction ovarienne pour rétablir finalement et essayer de corriger les symptômes, autant à droite, la première chose à faire sera de faire maigrir ces patientes et de lutter contre l'insulinorésistance pour améliorer d'abord la symptomatologie et voir si on rajoute ou pas des thérapeutiques complémentaires. Alors le lien entre obésité, insulinorésistance et SOPK, il est connu de façon historique, puisque, on le sait, plus de la moitié des femmes qui ont un SOPK ont une insulinorésistance. Dans l'immense majorité, c'est dans un contexte d'obésité androïde. Et on l'a vu tout à l'heure dans la physiopathe, cet hyperinsulinisme compensatoire, c'est un amplificateur de l'hyperandrogénie ovarienne et donc de la sévérité du SOPK. Donc, il faut absolument dépister ces patients. Ça, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Et en plus, des données récentes, à la fois expérimentales sur des modèles animaux in vivo et aussi des données sur des corps de patientes, montrent que l'hyperandrogénie chronique dans le cadre du SOPK elle-même favorise l'insulinorésistance en agissant au niveau cérébral, au niveau du tissu graisseux, au niveau du foie, au niveau du pancréas et du muscle squelettique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a donc l'ovaire qui sécrète trop d'androgènes, les androgènes en excès qui favorisent l'insulinorésistance et l'insulinorésistance qui favorise l'hyperinsulinisme, qui lui-même favorise l'hyperandrogénie, qui elle-même favorise l'insulinorésistance, qui aggrave encore plus l'hyperinsulinisme, qui aggrave encore plus l'hyperandrogénie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc parfois, dans certains SOPK, on aura du mal à savoir quelle est la poule et quel est l'œuf. Et pour essayer de savoir un petit peu mieux quelle est la poule et quel est l'œuf, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut reprendre l'historique du poids et essayer de voir si les problématiques de poids sont arrivées avant l'arrivée du symptôme du SOPK ou après, pour savoir si c'est plus secondaire au SOPK ou si c'était plutôt à l'origine du déclenchement du SOPK. Et ça permet de comprendre l'origine pour une patiente donnée du syndrome et finalement, notamment pour celles pour lesquelles les troubles métaboliques sont arrivés avant les troubles ovariens, de pouvoir finalement insister chez elles encore plus sur la correction de l'insulinorésistance et des problématiques métaboliques. Alors, les experts de l'Échereux, les experts internationaux, pardon, de l'Échereux, entre autres, et de toutes les autres sociétés qui se sont impliquées dans ces recommandations internationales de 2023, mettent en avant le fait que la recherche d'un trouble de la tolérance glucidique devrait être systématique chez toute femme ayant un SOPK et que l'examen de référence, indépendamment de l'indice de masse corporelle, serait l'HPO à 75 grammes de glucose, avec une glycémie à T0 et une glycémie à 2 heures. Lorsque cet examen ne peut pas être réalisé pour différentes raisons, eh bien, au minimum, il faut une glycémie à jeun ou alors une hémoglobine glyquée dont les normes ne sont pas forcément très claires pour faire la différence entre un diabète de type 2 et une intolérance aux hydrates de carbone. Alors, c'est fondamental parce que les femmes qui ont un SOPK ont jusqu'à 3 fois plus de risques de développer un diabète de type 2 par rapport aux femmes qui n'ont pas de SOPK. Elles ont également presque 3 fois plus de risques de faire des diabètes pendant la grossesse. Ça a été très bien démontré dans plusieurs méta-analyses et systématiques reviews. Et donc, là encore, dans le cadre notamment du préconceptionnel, par rapport à ce risque de diabète gestationnel, les experts internationaux sont extrêmement stricts sur le fait que toute femme SOPK, quel que soit son IMC, devrait avoir une HP à 75 grammes de glucose en préconceptionnel pour voir s'il faut mettre en place des mesures hygiéno-diététiques et des traitements contre l'insulinorésistance avant de démarrer la grossesse. Et enfin, en cas de grossesse, de pouvoir proposer une nouvelle fois ce test, vous voyez, lors de la consulte prénatale et enfin, ensuite, vers 24 à 28 semaines de grossesse.
Une fois qu'on a défini tout ça, donc on a une physiopathologie qui commence à être un peu claire, des critères diagnostiques qui sont simples, si tant est qu'on élimine bien tous les diagnostics différentiels, on a notre SOPK qui est phénotypé, on a le profil métabolique de notre patiente, il y a un profil, il y a une insulinorésistance, une obésité, un terrain métabolique. Oui, il va falloir mettre en place des mesures hygiéno-diététiques. Et ces mesures, voilà, j'insiste beaucoup là-dessus, hein, c'est seulement en cas d'IMC augmenté et ou de tour de taille augmenté et ou d'anomalie du bilan métabolique. J'insiste là-dessus, pourquoi? Parce que quand on regarde les algorithmes, et je vous montrerai un exemple tout à l'heure, des sociétés savantes, elles disent toutes, première chose à faire pour le SOPK, perdre du poids. Faire perdre du poids à une femme SOPK qui a un IMC à 19 ou 21 est un non-sens. Ça n'a aucun sens à partir du moment où elle a en plus un bilan métabolique normal. Donc ces patientes-là, on les embête pas, elles, on les prend en charge directement par des thérapeutiques hormonales. En revanche, celles qui ont un surpoids, une obésité, un tour de taille augmenté, des anomalies métaboliques, on met en place un rééquilibrage alimentaire. Hein. Vous savez que les régimes restrictifs sont aujourd'hui considérés comme contre-productifs et que c'est plus apprendre à écouter son appétit, limiter les portions, limiter les grignotages et vraiment apprendre un petit peu les valeurs, les index glycémiques des différents aliments qui est essentiel donc dans une espèce d'éducation thérapeutique pour ces patientes. Et enfin, un exercice physique régulier avec une lutte contre la sédentarité et des préconisations qui ont été faites par rapport à l'exercice physique. Alors, la metformine, en deuxième ligne, toujours pour les patientes qui ont des troubles de la tolérance glucidique, on ne le met pas forcément en place tout de suite, hein, on va le mettre surtout après la mise en place des mesures hygiéno-diététiques, parfois en même temps quand il y a vraiment un diabète de type 2 avéré assez important, mais le plus souvent, on ne pourra pas se passer de ces fameuses règles hygiéno-diététiques. Donc en France, aujourd'hui, ce qu'on sait sur la metformine, c'est que elle est prescrite de façon incontournable quand le SOPK est associé à un diabète de type 2, ou lorsqu'il est associé à un trouble de la tolérance glucidique non diabétique, dans un contexte souvent de surpoids. Et tout ça en complément des mesures hygiéno-diététiques. On pourra discuter tout à l'heure de l'intérêt peut-être de la metformine chez les patientes clomiphénorésistantes ou qui résistent au STIM par FSH ou qui sont à risque d'hyperstimulation variée. Autre traitement éventuellement associé à cette insulinorésistance, dont on a évoqué un petit peu peut-être l'intérêt tout à l'heure, c'est le myo-inositol. Je vous disais tout à l'heure que l'insulinorésistance peut générer des anomalies de l'épimérase qui vont favoriser une baisse du myo-inositol. Et il a été montré que le myo-inositol est à des taux beaucoup plus bas chez les femmes, chez la plupart des femmes SOPK. Et donc, en étant capable de compenser cette baisse de myo-inositol, on pourrait finalement, en contrepartie, améliorer à nouveau la réponse des cellules de la granulosa à la FSH, notamment au niveau de l'activité aromatase, et donc de ce fait-là, permettre peut-être une levée partielle de l'inhibition de l'action de la FSH sur les cellules de la granulosa. Donc ça, c'est une des autres approches qui est moderne à ce jour, hein, ça fait maintenant un petit bout de temps qu'on en parle, hein, ça fait au moins depuis 2015 à peu près qu'il y a des papiers qui sortent sur le sujet. Je vous ai mis, vous voyez ici, une des revues de littérature les plus récentes à ce sujet. Globalement, ce qu'on sait, c'est que les inositols, et en particulier le myo-inositol, a des effets métaboliques qui sont plutôt favorables, et c'est la dose de 4 grammes par jour qui est aujourd'hui plébiscitée dans la plupart des études. Pour les experts internationaux, vous voyez que les inositols pourraient être considérés chez les femmes qui ont SOPK, mais voilà, aujourd'hui, on n'a pas assez de données pour savoir exactement quel traitement, voilà. Enfin, ça peut être proposé, alors que c'était un petit peu plus dans les recommandations de 2018, ils étaient un petit peu plus frileux. Là, ils disent on peut considérer éventuellement ces traitements-là, mais c'est vrai qu'une place plus précise, grâce à des études bien faites, doit être proposée. Aujourd'hui, il y a une littérature quand même sur le myo-inositol qui existe et qui semble montrer qu'il y a un intérêt dans la prise en charge du SOPK, mais c'est sur des études rétrospectives, des petites études prospectives, pas forcément randomisées. Alors, par exemple, j'ai la chance d'être le coordinateur investigateur d'un PHRC multicentrique national où on va être 18 centres, peut-être que certains d'entre vous font partie de cette étude, qui s'appelle MyoPK, où on va comparer chez des femmes SOPK qui vont être sous clomide, eh bien, l'intérêt de rajouter du myo-inositol 4 grammes. Et donc, finalement, ça va être une étude randomisée, il y aura soit le myo-inositol, soit le placebo, en plus du clomide. Et ça, l'étude a démarré, donc on a une dizaine de patientes là qui ont été incluses sur l'île, et puis normalement, ça devrait commencer dans les prochains
prochains centres qui vont recevoir les placebos et les princeps prochainement. Dans les objectifs également de la prise en charge du SOPK, ça va être la prise en charge des troubles du cycle. Être réglé tous les 45-50 jours, ça peut être vécu de loin comme quelque chose de sympa parce que ça revient pas tous les mois, mais ça revient de façon totalement irrégulière. Donc, les patientes sont dans l'incapacité d'anticiper la survenue des règles, ce qui parfois amène à des situations parfois très désagréables. Par ailleurs, dans le cadre du SOPK, du fait de l'anovulation, de la dysovulation, l'endomètre est imprégné régulièrement en oestrogène, mais il y a très peu d'imprégnation en progestérone. Or, vous savez que la progestérone, c'est une action anti-oestrogène. Et il y a des données qui montrent que chez les femmes SOPK, le risque de cancer de l'endomètre est multiplié par 2 à 3, 2 à 4, pardon, notamment après 40 ans. Pourquoi? Parce que ce terrain d'hyperœstrogénie relative va favoriser le lit de l'hyperplasie simple de l'endomètre, puis ensuite les hyperplasies avec atypie, puis le cancer de l'endomètre. Moi, toutes les femmes jeunes pour lesquelles on s'est un peu trituré la tête sur des hyperplasies avec atypie dans des parcours d'AMP, c'était des patientes qui avaient un SOPK préexistant, souvent d'ailleurs aussi une insulinorésistance, et qui n'avaient jamais été prises en charge pour leurs troubles du cycle. Donc, il y a un enjeu de pouvoir proposer aux femmes des traitements œstroprogestatifs ou progestatifs pour limiter ce risque d'hyperplasie et permettre aux femmes finalement d'être dans des situations un peu plus sécures par la suite. Pour l'hyperandrogénie, clairement, il faut la prendre en charge parce qu'elle impacte énormément sur la qualité de vie des femmes. L'acné ou les hirsutismes minimes à modérés, c'est essentiellement les œstroprogestatifs qui peuvent être proposés sur le plan des thérapeutiques gynécologiques en utilisant les œstroprogestatifs avec éthénylestradiol parce qu'ils augmentent la SHBG et on peut proposer parfois la spironolactone. Dans l'hirsutisme sévère, la spironolactone peut être également proposée comme un puissant antiandrogène sous couvert d'une contraception efficace, ou alors on peut proposer l'acétate de cyprotérone, l'androcure, associé à une œstrogénothérapie substitutive, le plus souvent par voie transdermique. Ça marche super bien, l'androcure, mais vous savez qu'il y a une petite polémique autour du risque de méningiome sur des utilisations très prolongées. Alors, on parle de 0,2% des utilisatrices par an au bout de 5 ans d'androcure qui pourraient présenter un risque de méningiome. Donc, ça reste en valeur absolue très faible, mais ça justifie effectivement une surveillance assez lourde qui est proposée par la NSM avec une IRM cérébrale en début de traitement, puis au bout de 5 ans de traitement, puis tous les 2 ans si on va au-delà. Pour la prise en charge de l'infertilité, vous voyez, les choses sont très simples. On va commencer par optimiser effectivement toutes les mesures hygiéno-diététiques chez les patientes qui ont un terrain métabolique. Pour les patientes ensuite qui sont prêtes pour le projet de grossesse, on va pouvoir proposer des traitements de première intention avec le létrozole qui n'a pas l'AMM en France, ou alors les autres inducteurs de l'ovulation, et notamment, vous voyez, le citrate de clomifène. Si ça ne marche pas, on passe aux gonadotrophines, ou alors on peut proposer à la patiente le drilling ovarien par voie laparoscopique. Et si ces traitements de deuxième ligne ne fonctionnent pas, alors vous voyez bien, c'est l'un ou l'autre. On ne s'amuse pas à dire, tiens, je fais ça, puis ça, puis ça, puis ça. Il y a un traitement de première ligne, il a marché, il n'a pas marché, on passe éventuellement à autre chose. Deuxième ligne, pareil. Troisième ligne, si ça n'a pas marché, c'est la FIV. Alors, ces recommandations, elles sont super. Elles sont vraiment en adéquation avec le consensus de Thessalonique de 2007. Il y a dans cet algorithme quand même un truc, c'est finalement, on vous met le clomifène, le citrate de clomifène, le clomide, mais ils disent plus metformine à préférer au clomide tout seul. Alors ça pose question parce que est-ce que c'est vraiment valable en France? Première chose, je tiens à rappeler que ces recommandations internationales sont super, mais elles ont été écrites beaucoup par des Australiens, des Américains. Et quand on regarde le phénotype des femmes qui ont un syndrome des ovaires polykystiques dans ces pays, ce sont essentiellement, vous voyez, des femmes qui ont des terrains métaboliques d'insulinorésistance. Donc oui, chez ces femmes, rajouter de la metformine en plus du clomide améliore probablement les choses. En revanche, chez les Européennes, dont seulement à peine la moitié, environ la moitié, ont un profil métabolique associé, est-ce que de rajouter de la metformine a un intérêt? Pas certain. Donner un agent insulinosensibilisant à une patiente qui n'a pas d'hyperinsulinisme, ça n'a a priori aucun intérêt. Et aujourd'hui, les choses sont pas claires. Et surtout,
L'étude sur laquelle se sont basés les experts, elle est ici. Elle est là, il faut regarder la ligne qui est en dessous. Vous voyez qu'ils ont, dans cette méta-analyse de Wang en 2019, mis en avant que les taux d'accouchement, ce qui est quand même le plus important, étaient pas différents entre clomide seul versus clomide plus metformine, mais qu'en revanche, il y avait tout juste à ras de l'intervalle de confiance un petit intérêt en termes de grossesse clinique à rajouter de la metformine en plus du clomide. Et dans cette méta-analyse très intéressante, les patientes, il n'y a pas été fait d'analyse en fonction du profil métabolique des patientes, en se basant par exemple sur l'IMC des patientes ou des choses comme ça. On a maintenant des données dans d'autres études qui montrent bien finalement que quand on rajoute la metformine dans le SOPK, c'est notamment en FIV, c'est toujours chez les patientes qui ont un terrain métabolique au départ. Alors, ce syndrome des ovaires polykystiques, c'est une situation médicale complexe qui est associée finalement, vous l'avez vu, à pas mal de symptômes. Au cours de la vie des femmes, il y a ces cycles irréguliers, l'infertilité, les problématiques d'insulino-résistance, de prise de poids. Il y aura également cet hirsutisme qui impacte beaucoup sur la qualité de vie des femmes, les complications pendant la grossesse, liées à la fois au SOPK et à l'insulino-résistance parfois associée. Et puis enfin, après 40 ans, et même parfois à 50 ans, lorsque les femmes sont en aménorrhée à la ménopause, elles se disent peut-être débarrassées du SOPK, et pourtant, chez certaines femmes, ce SOPK, il a préparé le lit de toutes les pathologies chroniques cardio-métaboliques avec des risques peut-être d'AVC, d'infarctus chez ces femmes. Donc en fait, ces femmes qui ont SOPK, elles nécessitent une prise en charge vraiment holistique. Et dans cette prise en charge holistique, il faut prendre en compte aussi la prise en charge psychologique. Ce syndrome, par des mécanismes logiques, quand on souffre d'obésité, quand on souffre d'insulino-résistance avec un hirsutisme important, quand on souffre d'infertilité, quand on a des cycles irréguliers, qu'on se dit qu'on n'arrivera pas à avoir d'enfants, ça sont des choses qui sont compliquées à vivre et qui peuvent favoriser un terrain anxio-dépressif. Et il y a aussi des données hormonales qui montrent des perturbations bien connues dans le SOPK qui peuvent venir aggraver probablement ou donner une susceptibilité hormonale au fait de développer finalement des comorbidités anxio-dépressives dans le cadre d'un syndrome des ovaires polykystiques. Et donc finalement, avoir un SOPK pour un jour, est-ce que c'est l'avoir pour toujours? C'est pas impossible, notamment dans les SOPK métaboliques, qu'il y ait notamment jusqu'à 50 ans, des répercussions, notamment cardiovasculaires, peut-être aussi carcinologiques, notamment sur le risque de cancer de l'endomètre. Et donc, tout ça, ça nécessite un suivi au long cours et surtout une approche multidisciplinaire. Et les pédiatres, les dermatologues, les gynécologues, les endocrinologues, les diabétologues, les cardiologues et les gériatres doivent tous être sensibilisés à ce syndrome pour pouvoir permettre aux femmes l'organisation d'un parcours multidisciplinaire au cours de leur vie. Le but n'est pas non plus de surmédicaliser ces patientes, mais c'est de réussir à vraiment leur donner les éléments de surveillance importants, de leur donner une information qui ne doit ni diaboliser le SOPK ni le banaliser, et derrière, pouvoir, en fonction du profil métabolique de ces femmes que vous voyez souvent en tant que gynécologue assez jeunes, et de leur proposer derrière des modalités de suivi qui soient les plus personnalisées possibles. Donc pour conclure, un syndrome gynéco-endocrinien très fréquent, avec un diagnostic aujourd'hui qui est précis, qui repose sur un trépied clinique, hormonologique, imagerie. Importance de dépister l'insulino-résistance, le syndrome métabolique, qui est vraiment un spectre très particulier dans le cadre du SOPK. Importance de proposer un suivi au long cours, c'est-à-dire que quand on voit, nous, en tant que médecin de la reproduction, une femme qui a un SOPK pour un désir d'enfant, l'encourager à continuer à avoir un suivi spécialisé, essayer d'encourager le traitement et la lutte contre l'hyperandrogénie, la lutte contre l'hyperinsulinisme, tout ça, ce sont des situations, des éléments qui sont très importants à délivrer à nos patientes. Et enfin, la conclusion, je pense que c'est fondamental, c'est ce syndrome, il est fréquent, il ne faut pas le diaboliser, mais il ne faut pas non plus le banaliser. Il faut trouver un juste équilibre pour finalement proposer à toutes nos patientes un accompagnement le plus empathique possible. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Alors, il y avait une question, je ne comprends pas très bien pourquoi, vu qu'il y a une hyperœstrogénie relative, on ne prescrit pas de contraception, traitement à base de progestérone seul. Alors, souvent, la progestérone seule n'est pas utilisée à visée contraceptive. Par contre, en fait, l'idée, c'est de donner un progestatif, qu'il soit associé ou pas, finalement, à un œstrogène, peu importe. On sait que dans un œstroprogestatif, l'endomètre, il va être atrophié.
Hein, le progestatif de synthèse est très puissant, il va avoir tendance à atrophier de façon très importante finalement l'endomètre. Donc pour ça, on va dire que ça fonctionne globalement très bien. Et puis les progestatifs seuls, ils fonctionnent aussi également. Alors les microprogestatifs, on n'a pas beaucoup de données dans le SOPK, les macroprogestatifs un petit peu plus, les macroprogestatifs américains, mais par contre, on pense effectivement que par l'effet antiprolifératif, ça devrait normalement suffire, notamment chez les patientes qui seront en aménorrhée avec. Quelle contraception orale hormonale dans le SOPK peut-on proposer? Alors, la contraception orale hormonale dans le SOPK à proposer, ben, en fait, pour les experts internationaux, et la pratique le montre, quand la patiente n'a pas de contre-indication, c'est vraiment la contraception œstroprogestative. Pourquoi? Parce que la contraception œstroprogestative va protéger l'endomètre en induisant une hypotrophie de l'endomètre, et elle va avoir un effet très intéressant parce qu'elle va aussi augmenter de façon très importante la contraception œstroprogestative, le taux de SHBG. Et la SHBG, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va séquestrer la testostérone circulante et par ce biais-là, exercer une action anti-androgénique sur l'acné ou sur la pilosité. Alors, il y avait une question sur la testostérone chez les femmes SOPK et sur les modalités de dosage. Alors, c'est vrai que pour avoir le temps de répondre aux questions, je n'avais pas eu le temps de passer sur tous ces aspects. Mais oui, la testostérone totale, c'est la testostérone totale qu'il faut doser. Alors, quand vous dosez la testostérone en ville, le plus souvent, les laboratoires de ville utilisent des techniques de radio-immunoessai assez classiques. Donc, c'est testostérone totale avec un seuil autour de 0,5 nanogrammes par ml. Par contre, dans les CHU, dans des laboratoires d'hormonologie un petit peu plus fondamentales, eh bien, on a maintenant des techniques qui se développent, qui utilisent notamment des techniques de chromatographie qui sont beaucoup plus sensibles. Et nous, par exemple, au CHU Lille, on a changé de technique de dosage il y a quelques temps. Et donc, aujourd'hui, notre seuil pour définir l'hyperandrogénie ovarienne, pour la testostérone totale, il est à 0,39 nanogrammes par ml, donc un petit peu plus bas que ce qu'il y avait avant. Ensuite, il y a une autre question. Peut-on parler de SOPK lorsque les androgènes sont normaux, mais qu'il y a des cycles anovulatoires, des ovaires polykystiques, une LH plus élevée que la FSH et une AMH élevée? Alors, la LH plus élevée que la FSH, on s'en fiche. Vous ne devez jamais en tenir compte comme un critère diagnostique. Votre patiente, si vous me dites, elle a une hyperandrogénie biologique, testostérone totale augmentée, elle a des cycles anovulatoires, donc elle a déjà 2 critères sur 3. Elle a des OPK écho, ce que vous mettez dans le truc. Elle a 3 critères sur 3. Et vous avez éliminé un bloc en 21 hydroxylase de forme non classique, une hyperprolactinémie, une aménorrhée centrale et un éventuel hypercorticisme, alors oui, vous pouvez dire que votre patiente a un SOPK. Est-ce que les femmes qui ont un phénotype mince peuvent avoir une résistance à l'insuline? La réponse est oui. C'est assez rare, c'est très souvent dans le cadre des insulinorésistances génétiques. Donc, c'est des insulinorésistances parfois très importantes pour lesquelles il faudra faire des analyses génétiques et c'est vraiment les diabétologues, les endocrinologues qui les prennent en charge. Comment se passe la ménopause et la périménopause des femmes SOPK? Alors, elle se passe de façon gynécologique totalement identique que celle des femmes qui ne sont pas SOPK. L'âge de la ménopause est le même puisqu'elles ont la même réserve ovarienne au départ, et la périménopause s'installe de la même façon. Alors, la différence, c'est que les femmes qui ont un SOPK ont très souvent, pour la plupart d'entre elles, des cycles très irréguliers, et souvent, vers 35-40 ans, ça y est, il n'y a plus trop de follicules dans les ovaires, et donc, le trouble de la folliculogénèse s'est corrigé, elles se mettent à ovuler tous les mois, et puis vers 45-50 ans, les cycles redeviennent irréguliers parce que la périménopause s'installe. La différence, en revanche, c'est que les femmes SOPK à la ménopause semblent être plus à risque de pathologies cardiovasculaires, a fortiori lorsqu'elles avaient un SOPK avec une composante métabolique. Les glandes surrénales sont-elles impliquées dans le SOPK? Quid du cortisol? Alors ça, c'est des vieux concepts. Effectivement, ça a été dit à un moment, mais aujourd'hui, on sait que le SOPK est un syndrome purement ovarien. Alors, on peut avoir probablement du fait dans l'hyperplasie congénitale des surrénales de forme non classique où il y a une hyperandrogénie surrénalienne importante, ça peut induire un aspect d'ovaire multifolliculaire. Mais on ne peut pas considérer que c'est un élément fondateur dans la physiopathologie des SOPK classiques. Et aujourd'hui, le cortisol et les autres stéroïdes surrénaliens, lorsqu'il n'y a pas d'hyperplasie
congénitales de forme non classique, eh bien, ne sont absolument pas considérés comme des acteurs physiopathologiques du SOPK. On a fait un travail il n'y a pas longtemps là qu'on a publié dans l'annale d'endocrinologie qui montre également que le fait de doser les androgènes surrénaliens et le DHEA, par exemple, n'a aucun intérêt dans le cadre du SOPK. Le SOPK peut-il faire prendre du poids? Bah oui. En fait, le SOPK, lorsqu'il y a une hyperandrogénie importante, on l'a vu tout à l'heure sur une des slides, ça peut favoriser finalement localement, directement, une action des androgènes sur les tissus périphériques, sur le muscle squelettique, sur le foie, sur le tissu graisseux, et ça peut favoriser, par ce biais-là, une insulinorésistance secondaire qui elle-même va favoriser la prise de poids. Quel est le bilan biologique initial chez une femme SOPK? C'est une excellente question. Alors, en fait, c'est le bilan initial, il faut pouvoir faire le diagnostic positif et éliminer les diagnostics différentiels. Alors, souvent, on dose le stradiol, la LH, la FSH, pour éliminer une anomalie de l'axe gonadotrope. Vous dosez la prolactine. Vous dosez la testostérone totale, la 17-hydroxyprogestérone, voire un testosinactène. Vous dosez la MH, et avec ça, vous allez avoir éliminé tous les diagnostics différentiels. Et il faut doser la prolactine aussi, je crois que je l'avais dit, du SOPK et avoir coché les critères, on va dire positifs du diagnostic. Donc c'est un bilan assez simple que vous faites nous on fait souvent un petit test au Dufaston, on donne 10 jours de Dufaston aux patientes, elles sont réglées, et pendant les règles, on fait le bilan. Après, ça peut être fait aussi en aménorrhée si vous faites l'échographie en même temps. Et lors de ce bilan, si on pense que c'est un SOPK et qu'on a une forte suspicion diagnostique, on fait, nous, systématiquement, l'exploration des anomalies lipidiques et depuis les recommandations de 2023, l'HPO à 75 grammes de glucose. Avant, on le faisait que pour les patientes qui avaient un IMC supérieur à 25. Alors, quels sont les examens de vérification de la résistance à l'insuline à proposer à une femme SOPK en début de grossesse avec un IMC, une glycémie normale? Alors, en fait, les examens de vérification de la résistance à l'insuline en début de grossesse, selon les recommandations internationales, c'est l'HPO à 75 grammes de glucose. Dans quel cas associer myo-inositol et metformine? Alors ça, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, les choses sont pas très claires. On pense que le myo-inositol et la metformine ont quelques actions communes sur la fonction ovarienne, mais aussi chacun a probablement des petits bénéfices spécifiques. L'association des deux n'est absolument pas délirante et peut se discuter effectivement. Alors pour moi, je dirais que le myo-inositol se donne peut-être plus facilement en première ligne chez les patientes qui ne sont pas très métaboliques, alors que la metformine, on peut la donner chez une patiente qui a vraiment déjà une intolérance aux hydrates de carbone avérée ou un diabète de type 2 sur l'HPO. Et dans ces cas-là, quitte à mettre la metformine, vous pouvez rajouter un peu de myo-inositol. Mais pour une patiente qui aurait une tolérance glucidique normale dans un contexte d'obésité, de surpoids, de tour de taille augmenté, le myo-inositol seul peut tout à fait être proposé dans un premier temps. Alors, le HOMA et le Quickie, à la place de l'HPO, la réponse est non. Le HOMA Index, le Quickie Index n'ont pas leur place dans l'évaluation de l'insulinorésistance dans le SOPK. Pourquoi? Parce qu'ils sont basés, entre autres, sur le dosage de l'insuline et que ce dosage est un dosage très délicat et qui n'est interprétable que dans des très bons labos et que aujourd'hui, les experts ne sont absolument pas d'accord sur les seuils de HOMA ou de Quickie qui permettent de faire un diagnostic formel d'insulinorésistance. Alors, pouvez-vous expliquer comment vous prévenez l'hyperoestrogénie relative par la progestérone? Alors, c'est pas la progestérone. Je rappelle que la progestérone n'est pas une bonne molécule. Elle n'a pas du tout d'action intéressante sur l'axe gonadotrope déjà. Donc, on donne des progestatifs. Et en fait, si on ne donne pas de contraception hormonale progestative ou œstroprogestative, on va donner, moi je donne en général du Dufaston, la dihydrogestérone par voie orale, et donc en général je donne ce Dufaston, la patiente le prend du 16e, du 14e, 16e au 25e jour du cycle, pendant environ 10 à 12 jours par mois, et la patiente fait ça tous les mois. Ça lui permet d'induire un saignement de privation tous les mois, et surtout, tous les mois, vous apportez à l'utérus une imprégnation au progestérone qui est proche de celle d'un corps jaune. Et alors pour ça, l'idéal, c'est de prendre 2 comprimés de Dufaston par jour, du 16e au 25e jour du cycle ou du 14e au 25e jour du cycle, tous les mois.
Est-ce qu'on peut proposer la contraception à l'éthinoestradiol et drospirénone en première intention? Je dirais oui et non. Sur le principe, pourquoi pas, mais vous savez qu'en France, à cause de la polémique qu'il y a eu sur les pilules dites de troisième et quatrième génération, entre guillemets, parce que quatrième génération, ça n'existe pas, il est vivement encouragé de commencer par des contraceptions pour lesquelles le risque thromboembolique veineux est moins important. Et donc, en première ligne, c'est plutôt en général l'éthinoestradiol avec le lévonorgestrel qui est proposé ou l'éthinoestradiol avec le norgestimate en première intention. Et si ça ne marche pas, eh bien, au bout de 2-3 mois, vous pouvez switcher vers effectivement éthinoestradiol drospirénone ou éthinoestradiol chlormadinone ou éthinoestradiol acétate de cyprothérone selon les symptômes que vous voulez traiter. Quel est le rôle du myoinositol en préconceptionnel et au cours du parcours de fertilité? En fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a probablement des effets intéressants du myoinositol pour améliorer la réponse des cellules de la granulosa à la FSH, mais on attend vraiment des études un petit peu mieux faites pour pouvoir définir un petit peu plus cet effet-là. Pour moi, le myoinositol a quand même une absorption qui est assez forte, ça agit quand même assez rapidement. Vous pouvez tout à fait le donner en début de parcours de fertilité à une patiente qui vous dit tiens, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses? Hop, vous apportez du myoinositol en plus des traitements inducteurs de l'ovulation pour améliorer éventuellement la sensibilité aux inducteurs de l'ovulation. On attend bien sûr les études comme le PHRC dont je viens de vous parler pour confirmer ces hypothèses. Mais nous, on avait déjà fait une étude prospective, mais avec une comparaison avec une cohorte rétrospective qui semblait montrer effectivement qu'avec du myoinositol et du clomide, on améliorait la sensibilité au clomide des femmes qui étaient sous myoinositol. Alors, le seuil de la GPO pour conclure à une insulinorésistance. La question. Donc, en fait, il faut regarder la glycémie à 2 heures. Alors, si la glycémie à jeun est supérieure à 1 gramme par litre, voire 1,2 gramme, voilà, c'est déjà un petit peu embêtant. Mais le plus important, c'est ce qu'il y a sur la GPO. Alors, sur la GPO, le plus souvent, nos patientes, elles ont une glycémie à jeun normale et c'est sur la GPO que ça va être mauvais. Donc, à 2 heures, si la glycémie est entre 1,4 et 1,9 inclus, on considère que la patiente a une intolérance aux hydrates de carbone. Si la glycémie à 2 heures de l'HPO est supérieure à 2 grammes, là, on est sûr que c'est un diabète de type 2. Et donc, lorsqu'il y a un trouble de la tolérance glucidique, on est certain qu'il peut y avoir éventuellement un diabète de type 2. Alors, il y a d'autres éléments quand même qui peuvent vous orienter vers une insulinorésistance, parce que le problème de l'insulinorésistance, c'est que parfois, l'insulinorésistance est présente, mais elle n'induit pas encore de troubles de la tolérance glucidique. Et donc, nous, on examine nos patientes en recherchant notamment l'acanthosis nigricans. Vous savez, c'est cette peau un peu grisée qu'on va retrouver notamment sous les aisselles, au niveau des sillons sous-mammaires, au niveau du cou, au niveau de la vulve. Donc, de la peau qui a une teinte un petit peu grisée, presque un peu sale. Alors que c'est pas de la saleté, hein, mais c'est une teinte un peu spécifique liée de l'acanthosis nigricans. Et puis, alors, nous, on a un bon dosage d'insuline, on regarde ce que ça donne à jeun, on regarde également la SHBG. Donc, chez une patiente qui est euthyroïdienne, une SHBG très basse, ça évoque souvent une insulinorésistance, un hyperinsulinisme. Alors, la place du DI hormonal de l'implant, ça peut être proposé. Alors, c'est pas l'idéal dans le SOPK parce que le DI hormonal et l'implant n'auront pas d'action anti-androgénique. Donc, si vous voulez donner à une patiente qui a de l'acné ou un hirsutisme, il faudra souvent donner en plus de la spironolactone à visée anti-androgénique. Alors, est-ce que les patientes SOPK peu métaboliques découvertes très tôt, avant 20 ans, peuvent guérir de leur SOPK? Alors, c'est ce que disait mon patron, les femmes SOPK non métaboliques. Il disait, c'est comme le bon Bordeaux, ça se bonifie avec le temps. Alors, c'est une belle image parce qu'en fait, en gros, ce qu'il disait, c'est que au départ, ce qui est à l'origine d'une femme SOPK non métabolique des troubles, c'est l'excès folliculaire, l'excès d'androgène. Et donc, quand une femme est jeune, c'est le moment où elle a le plus de follicules dans ses ovaires. Et le vieillissement ovarien, qui commence malheureusement très tôt, eh bien, va faire chez ces femmes-là qu'à un moment, il va y avoir un nombre de follicules dans l'ovaire qui fait qu'il n'y aura plus ce phénomène d'excès folliculaire, d'hyperandrogénie, et que finalement, vers 35-40 ans, eh bien, ces femmes-là n'ont plus d'hyperandrogénie clinique et elles vont finir par développer plutôt même des cycles réguliers ovulatoires. Et d'ailleurs, les patientes qu'on aide pour avoir des enfants vers 25-30 ans, souvent, elles vous envoient un petit message après avoir eu 1 ou 2 enfants sous clomide ou gonado en vous disant « Ah, mais docteur, génial, j'ai arrêté ma contraception et pouf,
ça y est, j'ai eu le troisième sous la couette, je m'y attendais pas du tout. Ça, c'est, on va dire, un grand classique dans le SOPK. Alors, pour la 17-hydroxyprogestérone, il y a une question sur l'intérêt du seuil de la 17-hydroxyprogestérone. Alors, ce seuil, il a été défini, il faut que ce soit inférieur à 2 nanogrammes par ml en phase folliculaire précoce théorique ou après un test du faston. Si on est inférieur à 2, a priori, il n'y a pas de bloc. Si on est supérieur à 10, il y a un bloc. Si on est entre 2 et 10 nanogrammes par ml, on est dans la zone grise et là, il faut faire le test au synactène. Donc ça, c'est les recos, on va dire, assez classiques. Mais il y a quelques écoles, notamment des écoles d'endocrinologues français prestigieuses d'ailleurs, hein, qui prônent de faire un test au synactène à toutes les femmes dans le cadre du bilan étiologique initial des hyperandrogénies, éventuellement des troubles du cycle associés à une hyperandrogénie. Est-ce qu'il y a un intérêt à apporter une activité LH dans la stimulation ovarienne du SOPK? La réponse est non. Si c'est un vrai SOPK, il n'y a pas de carence en LH et a priori, le fait de rajouter ou pas de la LH n'aura pas d'effet particulier. Quel est le but de créer des cycles artificiels avec le Dufaston? Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'idée, en fait, c'est de redonner. En fait, l'idée, c'est pas de faire saigner les patientes, c'est juste de leur redonner tous les mois une cure, un apport de progestérone qui va venir se comporter comme un anti-œstrogène sur l'endomètre, freiner la prolifération et permettre la desquamation pour éviter le développement d'une hyperplasie chronique. Alors, bonsoir. SOPK, maladie d'Hashimoto et autres maladies auto-immunes. Est-ce que les femmes sont plus susceptibles à développer des maladies auto-immunes? Il n'y a pas beaucoup de données là-dessus. Aujourd'hui, c'est pas considéré comme une pathologie à très haut risque de maladie auto-immune. Alors, les thyroïdites d'Hashimoto sont extrêmement fréquentes et donc c'est pas étonnant quand on sait que 10 à 15% des femmes ont SOPK et qu'on puisse cumuler à la fois un SOPK et une thyroïdite d'Hashimoto. Alors, un progestatif micronisé peut suffire. Alors, micronisé, je pense plutôt microdosé pour régulariser les cycles. La réponse est non. Un progestatif microdosé, par définition, vous allez le donner en continu. Donc, les patientes vont soit être en aménorrhée, soit avoir des saignements, mais pas forcément très réguliers le plus souvent. Alors, la spironolactone, prise en charge, suivi des effets attendus, rythme de surveillance. La spironolactone, donc vous le savez, c'est un traitement, c'est un anti-aldostérone qui a des effets intéressants sur justement c'est donné dans le traitement de l'hypertension. Et ce qui a été constaté, ça c'est amusant, c'est comme ça qu'ils se sont aperçus, c'est quand on donne ce médicament, donc qui va bloquer l'action de l'aldostérone pour limiter la réabsorption hydrosodée, donc c'est un effet diurétique, eh bien les hommes qui prenaient ce traitement avaient les seins qui poussaient. Et ils ont conclu, en regardant la structure de cette molécule, qu'elle avait une action, ça ressemblait un peu à la progestérone, mais ça ressemblait aussi à un androgène et que c'était capable, quand ça se fixait sur un récepteur aux androgènes, de bloquer ce récepteur. Et c'est comme ça que les Américains qui n'ont jamais eu l'androcure ont utilisé la spironolactone comme un anti-androgène chez les femmes. En France, ça n'a pas la MM, mais depuis les restrictions sur l'androcure, c'est utilisé, je dirais, larga manu. Globalement, les patientes le tolèrent bien. Il faut commencer à des doses. Moi, je commence entre 50 et 75 mg par jour le soir. Et ensuite, tous les 3-4 mois, en fonction des symptômes de la tolérance, je vois si on augmente ou pas les doses. Il n'y a pas de recommandation. Moi, je fais un ionogramme à l'initiation, c'est-à-dire 10 à 14 jours après le début du traitement et 10 à 14 jours après chaque augmentation de dose. Mais par contre, une fois que j'ai un ionogramme normal, je ne le recontrôle pas forcément. Et voilà, j'ai fait le tour, je crois, de toutes les questions. Alors, j'espère en tout cas que ce webinaire qui arrive à sa fin vous a plu. J'espère avoir pu vous convaincre de l'importance dans le diagnostic du SOPK, de mettre en place vraiment une rigueur sur les critères diagnostiques. Et vous avez vu qui est très corrélé avec ce qu'on sait de la physiopathologie pour comprendre, pour une femme donnée, la forme de SOPK qu'elle va avoir. Et enfin, surtout, de toujours avoir en tête de quelle est la composante métabolique associée à SOPK. Est-ce qu'elle est importante? Est-ce qu'elle est inexistante? Est-ce qu'elle est peut-être sous-jacente? Pour savoir vraiment quelle importance et quelle stratégie il faut mettre en place, notamment par rapport à la lutte contre l'insulinorésistance.
Alors, j'ai un petit message important donc de la part des laboratoires Bezin, notamment sur le prochain webinaire Bezin. Donc, ce prochain webinaire Bezin aura lieu assez bientôt, hein, puisque c'est le mercredi 3 juillet à 19 heures. Et vous aurez l'équipe de l'IFEM Endo de Bordeaux qui va vous parler de la prise en charge des endométriomes. Vous aurez Isabella Chanavaz-Lacheret qui vous parlera de la physiopathologie du traitement médical et de la préservation de la fertilité des endométriomes. Benjamin Merlot qui vous parlera des techniques chirurgicales. Et enfin, Horace Roman qui fera un plaidoyer pour éventuellement arrêter ou limiter les kystectomies inutiles dans les endométriomes ovariens. Voilà, donc j'espère en tout cas avoir répondu à toutes vos questions et que vous avez apprécié ce webinaire et je reste à votre disposition par mail. N'hésitez pas si vous aviez d'autres questions. Et puis surtout, je profite avant de conclure, de vous parler des premières journées des OPK qui auront lieu, vous voyez, à Paris en avril 2025, les jeudis 3 et vendredi 4 avril 2025. Donc n'hésitez pas à venir nombreux, en sachant que le laboratoire Bezin et d'autres laboratoires ont déjà accepté d'être partenaires de cet événement, qui sera le premier événement en France qui sera consacré à ce syndrome. Voilà, merci beaucoup.